Ok. Voilà. Bon, salut Émilie, comment vas-tu? Salut Christophe, ça va, ça va? Ouais. Toi. Euh, Tu as mis un baobab derrière toi, c'est ça? Écoute, il n'a pas poussé dans la nuit, je dois le reconnaître, c'est moi qui l'ai mis. Il est là depuis un moment, il s'est bien enraciné. Ouais, tu m'étonnes, ouais. Bon, Émilie, c'est l'épisode 9, je pense, sur cette thématique du pouvoir de la perspective, qui est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Et tu le sais, c'est ce que j'aime partager à chaque fois, c'est qu'il me semble que une des choses importantes dans l'existence, c'est de comprendre que les événements qui nous tombent dessus, on peut les interpréter de plein de manières différentes, on peut se raconter une histoire que l'on choisit, et donc c'est ça qui va déterminer comment on va vivre ce qui nous arrive, quoi. Et donc c'est la perspective qu'on choisit d'adopter, c'est l'angle de vue sous lequel on décide de regarder l'événement qui en fait détermine comment est-ce qu'on va vivre ce qui nous arrive. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, Émilie, euh, qui es-tu? Oui, c'est Je Émilie. suis d'abord et avant tout une éleveuse de baobab, évidemment. Pour avoir vécu quand même une dizaine d'années à Madagascar, j'ai appris deux, trois trucs sur les baobabs. Mais qui je suis? Euh, je suis une femme entrepreneur. Euh, je suis maman aussi et j'accompagne les femmes qui veulent entreprendre un business, mais aussi souvent leur vie. Hmm. C'est-à-dire pouvoir embrasser aussi bien ce qui leur fait peur que ce qu'elles désirent. Et c'est souvent la même chose. Donc, les accompagner dans cette possibilité d'aller vers ce qu'elles désirent en libérant les peurs, les jugements qui les retiennent. Voilà ce que je fais aujourd'hui en tant que coach. Mhm. Ça passe par des programmes d'accompagnement collectif et individuel pour ces femmes. Ouais. Voilà, donc c'est une passion de longue date qui était déjà présente quand j'étais à Madagascar et voilà, qui m'a conduit à accompagner toutes sortes de gens, toutes sortes de profils, toutes sortes de nationalités. Parce que je crois que bah, la racine, c'est l'humain, hein. Moi, c'est ce qui me passionne en tout cas. Et évidemment, l'humain dans l'entrepreneuriat, il révèle plein de choses qu'il croyait avoir déposées au vestiaire de son casier perso. Mhm. Et s'il n'y a pas de casier perso, il n'y a qu'un seul casier, c'est l'humain. Et il emmène tout ce qui le freine ou le propulse, où Ouais. qu'il aille, donc y compris dans l'entrepreneuriat. Voilà, donc c'est passionnant pour moi pour cette raison-là. Ouais, j'adore. Et, et en fait, ça fait longtemps, toi, que tu fais de l'accompagnement, il me semble, hein, Ouais, parce que... ça fait longtemps, ça fait depuis 2010, Ouais, c'est ça, ouais. sauf que bah, 2010, du coup, ça nous met quoi? Je sais même plus compter, 15 ans. Ouais, Ouais, 15 ans, mais c'est vrai que ça a beaucoup changé la forme, ouais, parce bien que sûr. pour simplifier, j'étais dans un accompagnement très Ouais. conseil en stratégie, donc compétences dures, vraiment sur notamment la levée de fonds, le pitch, etc. Mhm. Et petit à petit, en accompagnant les humains, j'ai décelé que, en fait, s'ils n'avaient pas les résultats qu'ils attendaient, c'était pas tellement par un manque de compétences, mais par exemple pour quelqu'un qui lève des fonds, beaucoup de croyances sur ce que c'est que l'argent, sur le fait de le mériter ou pas, le fait de pouvoir avoir le réseau qui va bien pour lever. Et c'était bon, beaucoup plus des aspects émotionnels de croyances qui les bloquaient. Et c'est là que moi, mon virage, je me suis dit, en fait, je, je joue pas au bon endroit, quoi, parce qu'il y Mhm. avait déjà plein d'accompagnements sur la technique de levée de fonds, en fait. Donc, j'ai commencé à jouer à un autre endroit, tout en gardant cette dimension business, levée de fonds, pitch que j'aime aussi. Mhm. Parce qu'en fait, quel que soit le défi, des fois ça se cache dans l'émotionnel, des fois ça se cache dans le savoir-faire, le problème. Et je ne peux pas dire que tout est émotionnel, ni que tout est compétence. Bien sûr. C'est les deux. C'est les deux, et c'est ce qui fait aujourd'hui que les gens trouvent quelque chose de complet à mon côté, parce que ils n'ont pas besoin de choisir entre se former sur les compétences dures et progresser sur leur gestion des émotions, leur gestion des peurs et des jugements. Ils ont les deux. Ouais, Moi, c'est c'est un peu ma super ça. philosophie, hein, le beurre et l'argent du beurre. Ouais. Le baobab qu'on voit à l'extérieur, mais il y a des racines aussi qui sont invisibles, quoi.
Tellement. Bah, ce baobab, il m'inspire pour ça, parce qu'en fait, il est typiquement le symbole de je suis enraciné, je sais d'où je viens, je sais à quoi j'appartiens, je sais mes lois, je sais mes valeurs, mais j'ai aussi ces racines qui sont pointées vers le ciel, parce que c'est des racines, hein. Et en fait, elles sont pointées vers le ciel et c'est nos rêves, c'est ce vers quoi on aspire à rayonner, c'est notre raison d'être et qui est en devenir. Et voilà, peut-être aussi un peu comme l'escalade quand toi t'en parles, c'est que nous, on a besoin des deux, on a besoin d'un appui, on a besoin de prendre une prise et il faut lâcher parfois une part de ses appuis pour saisir une prise. Hmm. C'est subtil, quoi, comme équilibre. Ouais, bah ouais. Cette subtilité, d'ailleurs, elle est pas, comment dire, je trouve que ça demande quand même de l'expérience pour avoir ce niveau de subtilité et puis de nuance et de sensibilité, surtout dans un accompagnement. C'est pas quelque chose qui est lié simplement à de la technique ou à de l'apprentissage pur. C'est vraiment l'expérience qui joue énormément, quoi, en fait, pour accompagner avec justesse, quoi. Bah, évidemment, parce que tu vois, au moment où moi j'ai découvert cette difficulté que j'avais à vraiment créer des résultats avec mes clients à l'époque où Mm. j'accompagnais sur le dur, sur la compétence levée de fond pitch, Oui. ah bah, à un moment donné, je sentais que je forçais parce que l'autre avait une résistance, mais que je savais pas où elle était. Mm. Et comme j'avais pas traversé moi-même mes propres peurs, notamment par exemple de pas livrer de manière impeccable le service au client, ben en fait j'étais en fait face à un client qui me renvoyait mon propre miroir, mais j'en avais pas conscience. Oui, bien sûr. Ouais. Et donc bien sûr que l'expérience que j'ai acquise par la suite sur mes propres peurs, comment je les ai traversées, fait toute la différence aujourd'hui en termes de justesse, de à la fois d'approche, d'accueil, d'outils, enfin de plein de choses. Mais surtout, moi, je crois, avec mes clients, la connexion au fait que je sais ce que tu vis, je comprends ce que tu vis, je le vis aussi. On est pareil, Mm. tu vois. Parce qu'avant, je partais d'un jugement. Moi, j'avais vraiment pas eu de grande peur et de grandes catastrophes dans ma vie avant que ça arrive. Et donc, moi, les gens, quand je les voyais arriver en mode j'y arrive pas, je me disais, mais tu te fous de ma gueule ou quoi? C'est quoi ton problème? J'étais vraiment là-dedans, tu vois, en toute sincérité, quoi. Ouais, bien Je ne sûr. comprenais pas. Et c'était hyper violent. Mm. Et il a fallu que moi, je vive la traversée du désert version hardcore pour comprendre en fait ce que les autres appelaient l'empathie, à quoi ça servait en fait. Mm. J'ai jamais compris pendant des années en fait. Il a fallu que je vive l'ultra désert émotionnel, affectif, financier, enfin au moment où j'ai tout perdu, pour comprendre en fait ce que ça fait que d'être accueilli quand t'as mal, sans jugement en fait. Et c'est un truc que je m'étais jamais offert et que mon histoire m'avait peu offert aussi dans mon entourage. Mm. Donc, l'offrir aux autres, déjà, il faudrait savoir que ça existe. Il faudrait savoir le faire. Et c'est ce que cette traversée du désert m'a appris, en fait. Ouais. Bah, et donc, c'est, en fait, on sent que dans tes paroles, il y a quand même beaucoup de choses derrière, qu'il y a beaucoup d'expérience, qu'il y a beaucoup de, tu parles de traverser du désert avec la photo qu'il y a derrière, là. C'est hyper raccord. Et peut-être ça peut nous faire un pont sur ce sujet de la perspective, du choix de sa propre perspective. Est-ce que toi, Émilie, t'as des expériences, tu as des moments dans ta vie, personnelle ou alors professionnelle, où à certains moments, en fait, tu voyais des choses sous un angle et il t'est arrivé quelque chose qui fait que exactement la même situation, ensuite, tu la voyais différemment et ça a vraiment changé quelque chose, quoi. Tu me parlais de cette traversée du désert, mais je sais pas si Ouais, c'est ouais, par exemple dans cette bien tranche de sûr. vie-là. Ouais. Ouais, je vais parler de ça, bien sûr, parce que c'est important. Et en plus, c'est un cocktail de chaos professionnel, personnel, familial. Enfin, tout est là-dedans, quoi. J'ai Ah eu oui, t'as fait le la gros totale, quoi. lot. J'ai eu le gros lot, quoi. Mais la première fois que j'ai rencontré le changement de perspective, c'était bien à l'insu de mon plein gré. Je ne l'avais pas du tout prévu. J'étais à Mhm. Madagascar, j'arrivais et j'avais quitté Paris avec la perspective, avec la perception que j'étais pas riche, j'étais pas en sécurité,
avec pourtant un salaire de plusieurs milliers d'euros. À l'époque, je gagnais très bien ma vie dans les jeux vidéo. Mais ma perspective, ma perception, c'était, je gagne pas ma vie, je suis pas en sécurité, il faut sécuriser, il faut décrocher le prochain pompon parce que sinon, ça va pas être bon. Mhm. Et j'arrive à Madagascar, je tombe sur ces gamins des bidonvilles, là, en pleine rue, partout, tout le temps, débraillés, affamés. Et je revois cet enfant-là, au-dessus de sa pile d'ordures, à trier ce qu'il va manger ce soir. Et tout d'un coup, je me sens tellement en sécurité, tellement chanceuse, tellement riche. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est bizarre cette histoire? C'est-à-dire qu'il faut que je fasse 10 000 kilomètres, que je vois d'autres choses pour penser et ressentir complètement différemment. Donc ce que je pensais avant, c'était pas vrai, ou bien ce qui est aujourd'hui, c'est pas vraiment vrai. Et je me suis dit, là, il y a un truc qui se passe, qui est pas vraiment moi qui décide de penser ce que je pense et de ressentir ce que je ressens, mais l'extérieur va dicter mes perceptions. Ça Mhm. fait très bizarre à ce moment-là, moi qui suis très dans le contrôle de je sais ce que je pense, je décide ce que je pense, etc. Donc ça a commencé comme ça la première fois où je me suis dit, waouh, en fait, ton environnement peut changer tes pensées. Mhm. Et c'est marrant d'ailleurs parce que c'est presque, c'est non seulement ton environnement, mais c'est la comparaison aussi Bien toute sûr, simple, quoi. mais Que clairement, d'habitude, on a tendance à entendre ce truc de ah, il faut pas se comparer, la seule comparaison, c'est toi avec toi-même, avec tes rêves, etc., etc. En fait, là, cette comparaison, elle était plutôt salvatrice, quoi, dans l'occurrence. carrément, carrément. C'est-à-dire que je me suis jamais sentie aussi chanceuse, aussi riche. Ouais. Euh, et puis j'ai vu qu'il y avait un accès à la joie autant qu'à la peine, quel que soit ton niveau de richesse. Hmm. Parce que je me fantasme pas sur le fait que ces enfants sont 100% joyeux tout le temps, puisque ce sont des êtres humains. Mais une faculté inouïe que démontre merveilleusement Madagascar et son peuple, de faire face à ce que c'est que la vie, dans ce que eux appellent la vie, ils disent la vie, elle est douce et amère. Et ils en ont une pleine conscience. Hmm. Et donc, la vie est douce amère, c'est la vie. C'est Ouais. même pas une discussion, quoi. C'est même pas une plainte, c'est la vie. Ouais. Et eux, pour le coup, ils sont en contact direct avec ce paradoxe-là, quoi. Ah bah, tout le temps. Enfin, la vie est d'une cruauté, d'une crudité, Ouais. les deux en même temps. Enfin, je veux dire, tu vois des cadavres à même le sol, hein, je veux dire. Hmm. D'accord? Donc, c'est extrêmement cru. Et c'est quelque chose qui m'a profondément reconnecté à ce que c'est qu'être vivant. C'est-à-dire, tout peut s'arrêter du jour au lendemain, en fait. Parce que on a beau être blanc et fortuné, en comparaison, il n'en reste pas moins que c'est un pays où on vit sur des sables mouvants. C'est-à-dire que tu tombes, moi je faisais de la moto à l'époque, tous les Mhm. jours, tu tombes, personne vient te chercher, hein. Ou alors pour te dépouiller éventuellement. Mais je veux dire, c'est donc un endroit où même ton argent ne t'achète pas la sécurité, ne t'achète pas les soins parce qu'ils ne sont pas disponibles. Et donc, tu renoues avec l'idée que bah, la vie, c'est précieux. La vie, c'est précieux et tu en es responsable, Hmm. tu vois. Donc, c'était quelque chose que je n'avais pas vécu en France. En France, on se plaint du soin, de la distance du prochain hôpital, du coût que ça représente. Enfin, on est dans un délire absolu, en fait, je crois. Même si je comprends que ça part d'une comparaison qui n'est pas la même que moi. Quand je suis rentré de Madagascar, tout le monde me disait, oh, on va arrêter un petit peu avec Madagascar, hein, on n'a pas décidé de vivre là-bas, c'est pas une comparaison pour nous, hein. Ok, c'est ok, je comprends. Mais pour moi, ça m'a calmé, hein. Ouais. Et Ouais. c'est vrai qu'en revenant ici, au début, je me disais, mais les gens sont fous. Hmm. Mais ça prouve à quel point l'environnement dans lequel tu baignes définit aussi tes croyances, et pas toujours pour le pire, comme tu le disais. Hmm. Donc voilà, c'était un pays qui a énormément changé mes perspectives. Énormément changé mes perspectives. Oui, j'entends ça, ouais. Et ouais. Et c'est fou ça. Et alors, c'est intéressant aussi parce que tu as raison, c'est-à-dire qu'on pourrait facilement
entendre quelqu'un dire oui, mais je m'en fous de Madagascar, comme tu disais, moi, j'en sais rien, j'habite à Évry, ou j'habite à Dunkerque, ou j'habite dans la banlieue nord de Marseille, etc. Je m'en branle des personnes qui habitent là-bas, quoi. Et, Claire. et, et, et pourtant, j'ai quand même l'impression que peu importe qui on est, dans quel environnement on se trouve, il y a beaucoup de choses qui dépendent quand même de ce qu'on choisit de regarder, en fait, de vraiment ce sur quoi on porte son attention. Parce Bien que de sûr, la misère, il y en a partout, quoi. Parce que de la richesse, il y en a aussi partout. bien sûr. Tellement d'accord avec toi. Bah, je pourrais te le confirmer. À Madagascar, j'ai vécu pas seulement moi en tant que blanc à Madagascar, il y avait bien évidemment d'autres blancs que moi, d'autres riches que moi. Et j'ai vu des gens répéter à l'envi que Madagascar était un pays de gens sans initiative, sans envie de s'en sortir. C'était pas du tout le regard que j'avais. Au contraire, je les voyais se battre comme des gens extrêmement courageux, avec la foi que parfois nous ici on a perdue. Quand je dis la foi, c'est pas nécessairement religieux, hein, mais le Ça, c'est fait que sûr. la vie est là pour nous. Et donc effectivement, l'environnement, merci de le préciser, ne détermine pas seul ton regard. Et Mm. c'est bien évident que j'ai choisi un certain regard sur Madagascar, c'est-à-dire moi j'ai choisi de voir que ces gens-là étaient extrêmement vaillants, courageux, même si aussi par moments, ben, ils s'abandonnent parce que la dureté physique, mentale dans laquelle ils vivent, elle est inimaginable. Mm. Je veux dire, les statistiques de famine, un sur 2 les malnutris, un sur 2. C'est pas, voilà, taux de pauvreté 90%, enfin, on bat tous les records du monde de pays qui ont ces chiffres-là sans avoir vécu la guerre. C'est inédit, ça n'existe nulle part ailleurs. Donc, quand tu rapproches les deux, tu te dis que ces gens-là accomplissent l'extraordinaire quotidiennement, alors que d'autres disent, oh, il manque d'énergie, il manque d'envie, il manque d'initiative. Mm. Non, en fait, quand tu sais pas ce que tu vas bouffer aujourd'hui, ton initiative, ton énergie, tout se rassemble pour aller chercher ça. Donc, si toi, tu as proposé un taf pour dans 3 semaines et que le mec l'a pas saisi, c'est que tu comprends pas quelle est sa réalité. Ouais. En fait, c'est juste ça. Et j'ai vu beaucoup de gens juger des comportements des Malgaches alors qu'ils n'avaient pas essayé d'aller dans leur réalité pour voir pourquoi ils faisaient ce choix-là plutôt qu'un autre. Et moi, je me suis toujours dit, et je pense que le minimum, c'est la place au doute. Quand quelqu'un fait quelque chose, moi, j'ai la foi, Mm. qu'il soit malgache, blanc, noir, on s'en fout. Mais quand quelqu'un fait quelque chose, quand un humain fait quelque chose, j'ai la foi qu'il n'est pas complètement débile et qu'il a ses raisons, qui peuvent être des perceptions à un instant T qui changeront plus tard. Mais à cet instant, il est persuadé de faire le bon choix. Mm. Et à tout instant, on fait des transactions avec nous-mêmes sur les choix qu'on fait, et encore plus quand on est dans la pression de la survie. Ah bah, tu m'étonnes, parce que là, c'est clair que tu me parles de besoins élémentaires de C'est survie. ça. Donc, dans la pyramide, c'est au premier échelon, quoi. C'est quand même Esther Duflo qui a défini, donc chercheuse éminente française au MIT aux États-Unis, que le niveau de stress d'un pauvre, en France comme ailleurs, hein, est infiniment plus élevé à celui d'un cadre, ce qu'on aurait du mal à croire. Pourquoi? Parce que la quantité de décisions qui impacte sa survie directe qu'il a à prendre dans une journée Mm. est énorme. Donc le niveau de stress est énorme. Alors que des fois, tu dis, oh, les pauvres, ils sont là, ils tendent la main, ça va pour eux, quoi. En fait, non. En fait, Carrément. non. Carrément pas, quoi. Mm. Parce qu'en fait, quand tu tends la main, d'une certaine façon, tu perds complètement le contrôle sur ta journée, sur ta vie, sur où tu vas dormir ce soir. En fait, t'en sais rien. Tu t'en remets aux autres. Ouais. Et en fait, c'est extrêmement stressant. Mm. Donc, en fait, ouais, être pauvre, c'est pas confort, hein. Au cas où on n'aurait pas compris. C'est pas confort. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est clair. Et pourtant, tu vois des gens passer du rire aux larmes, passer
de l'accablement à l'action. Enfin, tu vois ces deux potentialités, même chez quelqu'un qui est extrêmement durement touché. Et ça, c'est un truc de fou. C'est d'ailleurs une leçon hein, un peu étrange qui est que quelque part, on peut tolérer tout. On croit qu'on n'est pas assez fort, on croit qu'on ne fera pas face, et en fait, le niveau de résilience humaine est juste dingue. Ouais, et dingo, je suis Jusqu'à d'accord avec toi. l'inacceptable, hein. Ouais, tout à Jusqu'à fait. l'inacceptable, hein. Mm. C'est un truc de fou. Un truc de fou. Chaque année à Madagascar, les statistiques disent, c'est la l'AFD, hein, l'Agence française de développement, les mecs qui sont experts de la pauvreté, ils disent, mais techniquement là, vous devriez être mort, Mm. parce que le PIB par tête est juste négatif. Ouais. Et ils reviennent chaque année faire leur rapport terrain, et les mecs disent, je comprends pas. Ça colle pas, en fait. Les mecs sont vivants, et les statistiques disent qu'ils sont morts. Ils comprennent pas. Ils le disent texto. Bon, il y a des explications, hein, parce qu'il y a des relais de soutien non monétaire et extrêmement affectifs et sociaux et culturels qui font qu'en fait, on n'est pas seul comme quand on est seul chez nous, qu'on n'a plus notre chômage et que l'institution n'est pas relayée par les familles. Ouais, bien sûr. Mm. Mm. Là-bas, il n'y a pas d'institution, donc il y a des relais sociétaux, des relais communautaires qui sont extrêmement puissants et qui sont invisibles aux statistiques de nos amis de l'AFD Ouais. et qui le reconnaissent bien volontiers. Ouais, ouais, tout Mais à ça fait. veut dire que la résilience, elle vient pas que de la monnaie que tu perçois, elle vient d'abord quand même des liens. Et moi, c'est quelque chose pour lequel j'ai changé de perspective, hein. C'est-à-dire que j'ai longtemps compté sur la conquête externe de choses qui me mettaient en sécurité Ouais. pour comprendre un jour que ce qui me met vraiment en sécurité, en fait, c'est d'être aimé. Et ça, c'est un truc de fou. Un truc de fou pour quelqu'un qui a jamais pensé qu'elle pouvait être aimée autrement que par la validité et la reconnaissance de ses conquêtes extérieures. Donc prouver qu'en fait j'étais aimable. Et quand tu lâches ce truc de j'ai besoin de prouver que je suis aimable, en fait je suis déjà aimé. Pour quelqu'un qui a été addict à démontrer qu'il a de la valeur, comme moi, ça fait de la place, hein. Ça fait de la place. C'est très très fort ce que tu dis là, hein. Alors, moi, ça me touche profondément. J'espère vraiment que les personnes qui vont écouter jusque-là sentiront et vont comprendre ce que ça veut dire, ce que tu viens de dire. Parce que c'est, c'est vraiment important en fait, ça, hein. Et à l'époque, est-ce que tu faisais déjà de l'accompagnement, toi? Ou alors, euh, ou alors Alors je c'est vais te venu un peu raconter, à après? l'époque j'étais en transition, Ah, c'est avant ça. de comprendre que j'avais besoin de me laisser aimer et de m'aimer sans condition, c'était les Mhm. deux. Ouais. Avant de comprendre ça, en fait, j'avais eu une cliente qui était venue vers moi et qui voulait que je l'accompagne. Et elle voulait que je l'accompagne sur une perte de poids dans laquelle elle me décrivait que, en fait, elle s'aimait pas. Et j'ai senti que l'enjeu pour elle dans la perte de poids, c'était retrouver une forme de être acceptée, être valide et être aimée. Mhm. S'aimer et être aimée, mais à condition que son poids soit conforme. Bien sûr, à Et en condition que. fait, et en fait, j'ai senti qu'en moi, il y avait une tension sur, putain, elle souffre beaucoup. Je la comprends parce qu'elle s'aime pas. Et ça faisait écho à ma blessure, où je ne m'aimais pas. Et je me suis dit, putain, il faut vraiment que j'arrive à l'aider. Et j'ai senti tellement de tension autour de cette nécessité que je réussisse. Étant accompagnée moi-même, supervisée par un coach dans ma pratique, on a pu conclure qu'en fait, je mettais trop d'enjeux personnels dans sa réussite à perdre du poids et que c'était, en fait, j'étais pas le coach approprié parce que j'avais pas guéri la blessure dont mon prospect souffrait. Mhm. Et j'ai donc refusé de l'accompagner parce que mon énergie partait non pas d'une empathie, mais ce qu'on appellerait une sympathie, c'est-à-dire on ressent la même chose, on vit la même chose, on souffre de la même chose, donc je ne peux pas t'aider à guérir, tu vois. Et donc à cette époque, j'accompagnais, oui, mais j'accompagnais pas sur des traumas et en particulier ceux dont je souffrais encore. Parce que s'il y a bien une chose à se dire en tant que coach, c'est que ton travail personnel sur tes propres traumas, c'est le préalable à l'accompagnement. Alors, tu peux pas faire le travail de tous tes traumas parce que tu en auras toute ta vie et Dieu sait que
le buffet est à volonté. Ça, c'est Mais important de le dire aussi. T'as tout à fait raison, hein. C'est pas parce qu'on bosse sur un sujet une fois ou alors pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ça dépend, qu'on dit ça y est, c'est réglé, hop, terminé. j'ai eu cette obsession, tu parles de changement de perspective, j'ai eu cette obsession à Ouais. chaque fois que j'avais un truc qui allait pas dans ma vie, donc y compris les traumas, me dire, bon, ok, mais cette fois, Émilie, ok, on investit sur nous pour sortir de là, mais c'est la dernière fois, tu as bien compris. La prochaine fois, tu te démerderas tout seul, tu auras appris la méthode et puis tu recommenceras pas à devoir avoir de l'aide et machin. Parce qu'avoir de l'aide, c'était une façon de me dire, t'es pas à la hauteur, quoi. Et donc, ouais, j'ai changé de perspective là-dessus. Un jour, il y a eu cette phrase d'un de mes coachs qui disait c'est complètement débile d'arrêter d'investir sur soi parce que regarde, si tu vas à la salle de sport et que tu vois, tu as des résultats au bout de 3 mois parce que tu fais des machines, machin, tu te muscles, tu te sens mieux, tu as plus d'énergie. Est-ce que ta conclusion au bout de 3 mois, ça va être de dire bon, bah c'est bon, bah du coup j'arrête. Bah C'est oui. débile quand tu y penses. Et Mais ça a oui. vachement changé ma perspective sur l'accompagnement et j'ai renoué avec le fait que me faire accompagner, c'est pas être faible, c'est vouloir grandir, vouloir apprendre, vouloir partager et connecter sous cet angle, bah ça devient juste un fun. Et je vais même t'avouer un truc, Mm. je choisis mes accompagnements annuels comme on choisit des cadeaux de Noël. Ah Oh, mais de j'adore. ouf, de ouf, Ouais, de ouf, parce que c'est passer du temps avec des gens qui me passionnent, avec y compris les participants des programmes, bien sûr. me nourrir, m'enrichir, c'est tout ce qui fait que je me lève le matin en fait. Ouais, ouais, Donc ouais, tout à fait. Ouais. Mm. Donc, heureusement que la vie m'apporte des traumas, histoire que j'ai des excuses pour souscrire ces programmes. Mais en vrai, je crois que même si j'avais pas de trauma, j'irais, hein. Ah, mais tu as tout à fait raison. Et c'est marrant, moi je le vois aussi comme un cadeau que je me fais. C'est un peu le même fonctionnement. C'est-à-dire que je suis tellement content d'avoir. En fait, je me sens vraiment reconnaissant de pouvoir me dire, écoute, là, franchement, je sais que ça me ferait beaucoup de bien d'aller bosser sur ce truc-là, ou alors d'aller me former sur ces techniques un peu plus poussées, etc. Parce que, parce que moi, je vais grandir, parce que je vais apprendre des choses, parce que je vais probablement progresser, je vais probablement me rendre compte qu'il y a plein d'angles morts encore chez moi. Donc, et en fait, je trouve ça merveilleux parce que j'ai l'impression d'être vivante, de continuer de vraiment vivre, plutôt que de me renfermer, de dire ça y est, c'est bon, j'ai mon diplôme, je sais, venez Hmm. vers moi, I am God Bichet, tu vois. Ouais, non, mais c'est C'est tellement fou ça. ça. Et je Ouais. pense qu'on commence à vraiment apprendre quand on lâche cet ego que douter, c'est sain, en fait. Bien Ne sûr. pas savoir, reconnaître qu'on ne sait pas. Mm. C'est aussi, moi, je le place aussi comme une priorité dans mes accompagnements, dans le sens où je veux donner et rendre du pouvoir à mes clients. Oui. Mm. Il y a quelque temps, avec une cliente, on a fait une mission dans laquelle elle a eu des résultats en 6 mois que je peux qualifier d'exceptionnels, au sens où c'était pas prédictible par rapport à l'énergie qu'elle avait quand elle est rentrée, Mhm. qu'elle débloque à ce point-là du chiffre d'affaires, de la marge, des commandes exceptionnelles. C'était pas prédictible. Et ce qu'elle m'a dit en conclusion de l'accompagnement, et c'est ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est même pas tant le doublement du chiffre d'affaires, c'est même pas tant le triplement de la marge, c'est, tu sais, Émilie, je suis contente parce qu'aujourd'hui, je peux te lâcher la main. Et tu vois, je souhaite ça à tout le monde, c'est-à-dire que à la fois, et c'est subtil, j'ai le pouvoir, j'ai les moyens, je suis capable, j'ai l'intelligence, j'ai la puissance. Ça sommeille juste quand j'ai peur, quand j'ai mal en moi et je le vois pas. C'est masqué. Et, et rendre à chacun cette puissance, pour moi, c'est la raison en fait de ma mission. Parce que je le redis, je ne crois pas que les êtres humains sont des imbéciles. Je ne crois pas à ça. Mm. Et donc, c'est subtil à la fois de dire, ben, tu n'as pas besoin de moi. Profondément, il y a une part de toi qui sait, qui est juste, où tu vas, comment tu vas. Mais juste, tes peurs t'empêchent de le voir. Donc, c'est subtil de dire, tu n'as pas besoin de moi. Et j'y crois très fort. Et en même temps,
S'offrir un accompagnement, c'est, comme je disais tout à l'heure, vouloir grandir, vouloir être guidé, passer un moment avec quelqu'un qui nous a accueillis et qui crée un espace de sécurité pour vivre ce que j'ai à vivre. Et c'est la différence entre y aller avec le frein à main, parce que de toute façon, tu vas y aller, Ouais, c'est clair. Ça, on ou est y raccord. aller en ayant embrassé ce que je traverse. Parce que, tu vois, si on parle de changement de perspective, Mhm. un des gros, gros changements de perspective que j'ai eu, c'est sur la dépression. Bon, moi, j'ai pris un abonnement quand je suis née. Dans ma famille, on a une offre de groupe sur la dépression. Donc, on a tous des bonnes charges là-dessus. Il y en a qui vont jusqu'à se suicider, d'autres pas. Moi, je n'ai pas encore pris cette option. Et donc, on a une bonne charge sur la dépression. Donc, moi, j'en ai fait quelques-unes, hein. J'ai un certain âge, mais j'en ai fait quelques-unes quand même. Et toutes celles que j'avais faites, jusqu'à la dernière, récente, je les avais vécues en mode, bah pareil, hein, encore une dépression, quoi. Émilie, franchement, tu t'en sors pas. T'as rien appris de la précédente. Je sais pas comment tu te débrouilles, mais c'est la loose, quoi. Et puis, tu vas même pas t'en sortir, quoi. Je veux dire, vu que t'apprends rien à chaque fois, tu vas pas t'en sortir, quoi. Et la dernière, ça a été radicalement différent. C'est-à-dire que je sentais que ça m'écrasait. J'étais en dépression parce que j'avais perdu tout ce qui faisait mes attributs extérieurs de richesse, hein, donc mon job auprès des enfants de Madagascar, qui était un petit peu quelque chose qui faisait de moi quelqu'un de bien. J'avais perdu mon mariage, puisque ma compagne et moi, on a décidé de se séparer à ce moment-là. Et j'ai perdu un pays dans lequel j'étais expatriée depuis 10 ans. Et je suis entrée avec ma fille sous le bras en me disant que j'étais une mauvaise mère. Donc le cocktail était pas mal. Le cocktail était pas mal. Et donc, je rentre tranquillement dans ma dépression parce que, bon, je sais que c'est une grotte dans laquelle on peut rester longtemps. Et je me dis, à ce moment-là, je veux en faire le voyage exploratoire de ma vie. Je veux cesser de croire que si j'y retourne chaque fois, c'est pour rien. En fait, il y a un truc à découvrir à l'intérieur que j'ai pas été chercher. Mhm. Et à ce moment-là, c'est la deuxième phase de ma dépression. C'est le moment où je la kiffe. C'est le moment où je me dis, il y a un truc à apprendre. Je sais pas ce que c'est. Mais je décide de croire qu'il y a un truc incroyable. Et la vie ne m'a pas menti. La vie ne m'a vraiment pas menti sur ce point. Et avant même d'être sortie de la dépression, parce que ça m'a pris quand même 2 bonnes années dans le dur, très dur, avec 0 € de chiffre d'affaires, zéro relation, l'idée que ma vie sert vraiment à rien, etc. Et bien avant même d'être sortie de là sur les aspects résultats, hein, je kiffe. Je kiffe ma vie, je kiffe ce que je traverse. En tout cas, c'est pas un kiff au mode Youpala, c'est trop bien. C'est un kiff en mode je suis au bon endroit pour apprendre ce que j'ai besoin d'apprendre et c'est passionnant. Mhm. Voilà. Donc ça, c'était un puissant changement de perspective. Et à quel point c'est puissant, c'est que, tu vois, depuis cet événement de ma vie, je reconstruis avec 2 changements majeurs. Le premier, j'ai plus peur de tomber en dépression. C'est plus un sujet. Comme C'est par pas mal, hasard, ma ça, quand même. compagne. Hein? Je Ah dis, non, c'est c'est pas pas rien, rien. ça, quand même, C'est pas hein. rien. Non, c'est pas rien parce que. Et là, à nouveau, la vie témoigne hein, de ce changement parce qu'elle m'amène énormément de gens en dépression Mhm. que j'accueille en disant bah ouais, la routine, quoi. Va bien. Donc, premier changement, j'ai plus peur d'être en dépression et du coup, je peux accompagner des gens qui y sont et qui ont tellement de honte à le dire Mhm. et à le reconnaître. Et deuxième changement de perspective, je viens de l'oublier. Je sais plus. Pas grave. C'est pas grave, non, non. Mais ouais, c'est très puissant de se dire que, en fait, j'ai appris quelque chose sur la dépression à cette époque, c'est que à l'époque, pour moi, c'était un synonyme de faiblesse. C'est pas les gens puissants, forts qui ont des dépressions. Mhm. Parce que j'ai appris dans mon modèle parental que quand ça va mal, tu résistes, tu tiens, tu t'enracines, tu flanches pas, en fait. Ça, c'est le modèle de mon père. Et à ce moment-là, j'entends des vidéos de mon ami Jim Carrey, alors qui est pourtant pas coach, et qui dit, la dépression, c'est ton cœur, ton corps qui dit fuck you à tous les personnages que tu veux lui faire jouer. Mhm. Alors, pour moi, on était pas mal. Mes personnages de Working Girl, de Maman Solo extraordinaire, on était vraiment pas mal. Et c'est aussi, dépression, l'étymologie,
Depression, c'est deep rest. C'est ton Hmm. corps qui réclame un repos profond. Un repos pas au sens, tu vois, fatigue physique, mais au sens que tu es épuisé de te demander des choses qui t'inspirent pas, pour lesquelles t'es pas fait, pour lesquelles t'en as même rien à cirer. Ouais. Et c'est épuisant, en fait, de se juger au regard de quelque chose qui ne nous inspire pas. Ouais, tout à fait. De se subordonner à des, à des systèmes de valeurs qui sont pas les tiens, tout simplement. Ou alors qui t'ont été transmis, donnés, etc. Peu importe par qui, quoi, comment, mais que tu n'as pas choisi, en fait, et qui ne te correspondent pas. Ouais. Ou qui ont été valables pendant un temps. Moi, je Tout à renie fait. pas mon système de conquête externe, hein. J'ai eu énormément de succès, Ouais. énormément d'accomplissements. Mais il y a un moment donné où l'accomplissement avait besoin de se faire ailleurs. J'avais une famille à reconstruire. J'avais une intériorité, une spiritualité à reconstruire. Et c'est vrai que autant le cataclysme que j'ai vécu à mon départ de Madagascar, au début, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi la vie me fait ça? Et aujourd'hui, j'ai compris que c'était le cataclysme qu'elle avait créé pour me permettre d'aller soigner et reconstruire ou construire ce qui était le plus détruit ou vide dans ma vie. Hmm. Et c'était ma relation avec mon père, c'était ma relation avec moi-même et c'était la venue de mon deuxième enfant. Et si j'avais pas quitté avec Fracas Madagascar, j'aurais pas pu reconstruire ça. Parce que c'est pas seulement quitter, c'est quitter avec la leçon qui m'a été donnée de dire tout ce que tu crois qui fait ta valeur, voilà, c'est perdu, tu Hmm. l'as plus. Donc maintenant, si tu oses à nouveau, parce que j'ai essayé hein, dans la première phase de ma dépression, si tu oses à nouveau chercher à l'extérieur ta valeur, on va reprendre à nouveau ce que tu auras essayé tant bien que mal de construire. Donc j'ai essayé de construire des trucs pendant Hmm. ce début de dépression qui étaient à nouveau connectés à mon ego. Ouais. Et de nouveau, ça a foiré, évidemment. Jusqu'à ce que j'apprenne à dire, OK, je vais construire des choses qui m'inspirent vraiment. En tout cas, chercher. Parce qu'il ne faut pas non plus aller jusqu'à la torture, hein. Non, Des non, bien fois, sûr. c'est subtil de trouver son truc. Et juste se dire qu'on est en chemin vers ça. Et que quand on a des signes de détresse sur un truc qu'on fait ou qu'on s'oblige et qu'on sent qu'on force, et c'est encore mon cas aujourd'hui, hein, dans certains endroits, dans certains espaces, bah, juste les accueillir. J'aime bien dire s'asseoir au coin du feu avec eux, quoi. Tu Ouais. vois? Ouais, tea time. Ouais, c'est ça, quelque chose qui dit j'ai le droit de ressentir ça et Dieu sait que je suis au contact de toi et de tes mots pour, pour ressentir toujours plus que j'ai le droit de ressentir ça. Et qu'il n'y a pas à avoir peur de s'asseoir avec sa peur, en fait. Ah, c'est beau comme phrase, ça. C'est, c'est, c'est tellement fondamental ce que tu viens de dire là. On- Tout le monde tombe dans le panneau, moi aussi, toi aussi, et on continuera, et c'est comme ça, et donc c'est très bien. Mais c'est vrai que cette idée en fait, il y a tout un panel d'émotions, d'expériences, de vécu où on se dit plus ou moins inconsciemment, volontairement, c'est pas bien, je devrais pas, ça devrait se passer autrement, etc., etc. Et, et, et cette lutte, elle cesse quand on commence justement à se dire, comme tu le disais avec la dépression, en fait, euh, en fait, peut-être que j'ai le droit de commencer à cliffer ma dépression, quoi. Et puis d'aller explorer, et puis de vraiment, tu sais, tout comme, moi je prends l'exemple, quand je me perds sur les réseaux, plutôt que de me donner un coup de fouet, ou alors quand je regarde un film sur Netflix, je me dis, en fait, je regarde un putain de film sur Netflix, et j'en branle pas une, et c'est parfait comme ça, quoi. Et, Ouais. Et puis souvent, c'est pas vrai, même, je vais te dire. mais bien Parce sûr. que, parce qu'en fait, moi, quand ma fille me fait regarder koh parce que voilà, ma fille, elle a 14 ans et koh c'est sa vie. Ouais. Et en fait, moi, quand je regarde koh ma fille, elle est désespérée parce que je lui dis toujours, mais t'as vu comment elle réagit? Non, mais ça, c'est de la peur. Et puis, t'as vu comment elle lui a parlé? Là, je sens qu'en fait,
Mm. il y a Anguille sous roche, je vais dire, arrête tes trucs de psy, arrête tes trucs de philosophe, je la saoule. Et en fait, même quand tu regardes koh t'es coach. Et je me soigne pas là-dessus, au contraire. Donc, c'est pas vraiment vrai. Moi, j'ai eu une cliente comme ça avec qui on a fait le travail sur les valeurs. Donc, ça passe par des questionnements sur qu'est-ce que tu fais de ton temps, de ton énergie, de ton argent. Ouais. Et elle me disait, non, mais moi, j'écoute les infos. Je dis, bah, comment ça, t'écoutes les infos? Oh, bah, j'écoute les infos, quoi, tu vois, c'est machinal. Je dis, t'es sûr? Qu'est-ce que t'écoutes? Et en fait, elle écoutait essentiellement des news sur l'état de la planète, parce qu'en fait, elle a passé énormément de temps à expliquer à ses enfants que la nature, c'était précieux, qu'il fallait en prendre soin et tout. Mm. Et quand elle reconnecte au fait qu'elle n'est pas juste en train de se lobotomiser le cerveau et d'écouter des infos, Ouais. elle s'aperçoit qu'en fait, ces valeurs sont là en filigrane derrière, j'allais dire, l'arbre qui cache la forêt, quoi. Bah, bien sûr, Mais comme on se juge en premier d'être sur Netflix ou autre, c'est ça. on passe à côté, en fait. Ouais. On Mm. passe à côté. Donc, nos valeurs sont présentes partout, nos besoins sont présents partout. Moi, je me souviens d'une période télé intense, c'était pourtant vraiment pas moi, a priori, et à regarder de la merde, hein, enfin de la merde selon mes critères, hein. Mhm. Et en fait, je regardais des trucs de policiers, New York Police District, mais en fait, il y a trop de psychologie là-dedans, la criminologie, tout ça, c'est un truc de fou. Ouais. Et je me jugeais pour ça, alors qu'en fait, tout était là. Bah oui. Bah oui. Donc voilà, il y a plus d'intelligence, je le redis, beaucoup plus d'intelligence en nous Ouais. qu'on ne le croit. Ah ouais, tout à fait. Je te rejoins à 2000% là-dessus. Ah, c'est clair. On est des pauvres petites bêtes aussi, quand on est pris par nos émotions, nos amygdales et tout ça. J'aime bien dire ça. C'est avec beaucoup de gentillesse que je le dis. On Mhm. est des pauvres petites bêtes. Mais c'est OK, en fait, de reconnaître qu'on est une petite bête, Oui. hein, et que c'est OK. Parce que du coup, quand tu es une petite bête, bah, des fois, tu flippes de ouf. Parce qu'il y a des gros méchants dans ta perception. Mm. Donc, ouais, bien souvent, on est des pauvres petites bêtes parce qu'on est pris, quoi. On est pris par nos émotions. Mais Mm. ça fait pas de nous des gens monstrueux ni inadéquats, quoi. Non, tout à fait. Tout à fait. Bon, génial, merci beaucoup, Émilie. En tout cas, c'est passionnant tous ces sujets. Moi, je sais que je pourrais papoter là-dessus avec toi, avec des amis pendant des heures. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire après avec deux copains. Là, on va déjeuner ensemble. Et Ah, cool. je sais qu'on va s'amuser sur tous ces sujets-là avec de la profondeur, de l'humour, avec des jeux de mots, avec de la grossièreté, avec de la finesse. On va dans toutes les directions, quoi. En essayant de mettre le moins de filtres possible, le moins de coups de martifouet possible. Yes. Moi, c'est ce qui me parle le plus de chez toi, tu vois, quand tu emploies des mots. Récemment, tu as dit lâcher fermement et saisir avec légèreté. Là, je me suis dit, wow, c'est quoi ce bordel? Et cette force légère là j'appelle de mes voeux, mais que j'ai pas encore complètement intégré, incarné, c'est vraiment le truc que je ressens à tes côtés, quoi. Tu vois? Et ça fait du bien de ressentir que quelqu'un mobilise ça, peut obtenir et accomplir des grands rêves par ce biais-là, en fait. Hmm. Parce que moi, je refuse de cesser d'être ambitieuse, en fait. Vraiment, je le refuse. Ah, Tu vois, bien sûr. si la voie, c'est de se faire petit, pas souffrir, je crois que c'est la pire méthode. Donc, c'est ça qui m'inspire chez toi, c'est qu'il y a une forme de, on s'en fout et en même temps, on accomplit énormément. Et cette espèce de nuance et d'équilibre entre les deux, c'est, oh, je pense que c'est mon prochain chapitre, quoi. Vraiment. Ah, super, merci beaucoup, Émilie. Ça me touche beaucoup et puis ça me fait penser à il y a très longtemps, c'était Julien Musi qui avait dit ça une fois, qui nous disait plus de plus de jeux, moins de jeux. Ouais, Hein, c'est ça. plus de jeux GUX, moins de jeux GE. Exactement. Et donc, Mais je crois que je l'ai compris aussi, je l'ai entendu à la même époque que toi. ouais, Donc, probablement. l'intégration, c'est autre chose. Ouais, Mais je trouve que pour moi, tu l'intègres beaucoup. Alors évidemment, j'ai conscience que toi aussi, tu as un envers du décor, mais tu es quand même aussi très dans le partage
d'une part de l'envers du décor, sans dire qu'on partage tout, on va pas mentir non plus, ce bien serait sûr. mentir. Ouais. Mais, euh, mais en tout cas, c'est beau de reconnaître que quelqu'un a un chapitre d'avance sur soi, et ça fait pas de nous des misérables, quoi. Et moi, c'est ça qui m'inspire chez toi, très profondément. Ah, merci beaucoup, Émilie. C'est adorable, encore une fois. Et j'ai envie de te demander cette question-là, un peu très large, évidemment, hyper ouverte, mais s'il y a une chose que toi, tu aimerais bien, que tu as envie de transmettre, en fait, dans ce monde-là, même si tu disparais, parce que ça arrivera un jour, et moi aussi, tu as envie de dire quoi, de laisser quoi, en fait, tout simplement. T'as une idée un peu, même vague, même. Ouais, non, elle est pas vague en Elle est fait. pas vague. Elle est large, mais elle est pas vague. Pour moi, c'est l'amour en fait. C'est-à-dire que c'est l'amour de soi, sans Mhm. condition. Que j'aime pas cette phrase qui dit tout le monde mérite d'être aimé parce qu'il y a le mérite dedans. En Mm. fait, il y a pas de mérite, en fait. Et donc, c'est l'amour au sens pour soi et pour tout ce qui est à vivre, en fait. Parce Mm. que quand t'as ça, je vois pas trop ce qui peut t'arriver. À part des bons rock'n'roll avec la vie, parce que ça, t'y échapperas pas. Mais avec de l'amour, ça passe crème, hein. Ouais, voilà, Parce que tu dis. l'amour, c'est quand j'ai eu ma tumeur, dont j'ai été opérée cette année, je suis allée au bloc, ce sera peut-être difficile à croire pour certains, en ayant dit au revoir et en même temps en étant très sereine. Parce que j'avais vécu ce que j'espérais depuis toujours dans ma vie, cet amour inconditionnel que j'étais capable de ressentir, que tout le monde m'avait donné et que je m'étais donné aussi dans ce moment terrible. Et là, je me suis dit, bah, en fait, ma vie est faite, hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre à venir conquérir? Le truc que j'appelais de mes voeux dans ma vie de conquête, que j'ai jamais eu, la vie me l'offre au moment du départ. J'avais peur qu'un jour du départ, tu sais, je me disais, ah, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Et il n'y avait pas tout ça. Ouais, Parce que l'amour était là. L'amour de tout le monde, hein, ça a été un truc de fou, de fou, de fou. Mes ouais. amis, mes clients, mes parents, mes voisins, le mec du carrefour d'en bas, enfin, un truc de malade. Et vraiment. Donc, moi, c'est l'amour. Le message, c'est l'amour. C'est-à-dire que c'est pas un amour béat, c'est pas un amour surexcité, c'est un amour qui dit, tu sais, quand tu accueilles ton enfant, je sais pas si tu as vécu ça, mais quand tu le prends dans tes bras pour la première fois, est-ce que tu te demandes s'il mérite d'être aimé? À aucun moment, en fait. Alors, parfois, on a une forme de rejet de son enfant, il y a des histoires plus compliquées que d'autres, on est d'accord. Mais au-delà de ces histoires particulières, quelqu'un qui aime son enfant ne s'est pas demandé s'il avait mérité cet amour. Non, Jamais. tout à fait, tout à fait. On ne se demande pas pourquoi, comment, etc. C'est comme ça, quoi. Et pourquoi je m'inflige à moi-même le fait de devoir mériter l'amour que je m'offre? En fait, Ouais. c'est ça la question. Et c'est une question qui m'a frappée à un moment donné quand j'ai eu mes enfants. Je me suis dit, mais comment je pourrais m'aimer comme je les aime eux? Hmm. Parce qu'ils m'ont montré que, en fait, je pouvais challenger quelqu'un, parce que Dieu sait que je challenge mes gosses et que je suis exigeante, mais jamais en contradiction et en vase communiquant avec l'amour que je leur apporte. Comme si plus de challenge signifie moins d'amour. Et c'est là que je me suis dit, mais comment je pourrais me driver de la même façon? C'est-à-dire que quand tu mets une dose de challenge, en fait, tu dois rajouter une dose d'amour, pas enlever. Et tu vois, c'est ces maquettes-là, à moi. Ouais. Parce que pour l'instant, je suis plus en alternance Hmm. qu'en synchronicité, tu vois. Donc l'amour d'abord. Si tu veux un message, pour moi, c'est l'amour d'abord. Mais une façon de parler, hein. Parce que Ah oui, bien bon, on sûr. passe tous par des chemins détournés, hein. Moi, l'amour, je l'ai appris en dernier, donc chacun sa vie. Je suis très mal placé pour dire l'amour d'abord. Ben, on est tous et toutes très bien placés pour dire ce qu'on a envie de dire, tout simplement. Ok, je note. Donc c'est parfait comme ça, mais c'est super chouette. En tout cas, Émilie, je te remercie infiniment pour ta générosité parce que tu as partagé quand même des choses en même temps très profondes, très intimes,
avec de la simplicité, avec de l'ouverture, avec de l'humour et je sais que c'est des qualités que moi j'apprécie particulièrement, cette générosité, cette ouverture et, euh, et le lien que ça crée, que ce soit entre nous là sur le moment, fait que ça nous resserre dans nos liens amicaux, bien sûr, mais je sais que ça a le même effet, évidemment, pour les personnes qui peuvent entendre l'échange qu'on a eu là aujourd'hui, tu vois. Et on est bien d'accord aussi que l'amour sous toutes ses formes, l'acceptation, dire oui à la vie, dire je fais avec ce qui m'arrive, etc. Et donc, fait partie d'un des fondamentaux de l'existence, d'après moi, quoi, tout simplement. Alors chacun y arrive ou essaie d'avancer là-dedans avec sa propre histoire et ses propres outils, mais on en revient tous à ce besoin d'être aimé et d'aimer, quoi, tout simplement. Yes. Ouais, ça c'est assez fondamental. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Émilie, si on veut travailler avec toi? Et, Quelque part sur la planète Terre, pour quelque... l'instant, c'est aux habits, Ouais. caché derrière un baobab. Euh, Mhm. alors, je pense que le plus simple et là où je suis la plus présente, c'est quand même LinkedIn. Ouais, Voilà. ok, Je suis quand même présente sur Facebook. Il y a des gens qui préfèrent passer par cette voie-là. Et très bien. puis, s'il y a une envie de découvrir un petit peu ce que je crée, ce que j'offre, ce que je partage, Mhm. j'ai créé un club qui s'appelle le YNCA dans lequel c'est toi et personne d'autre que toi parce que je ne favorise pas le clonage humain dans ce Mhm. club. Au contraire, plutôt venir comme on est. Et donc, dans ce club, tu peux partager, et tu trouveras ce club sur LinkedIn, hein, Ouais, dans lequel tu peux entrer gratuitement et vivre des événements présentiels et digitaux sur traverser les peurs, comprendre son fonctionnement, aller marcher en profitant d'un coaching, un dîner aussi, parce qu'on partage des choses souvent très, très justes quand on dîne sans penser qu'on bosse sur son business. ouais, Donc tout à voilà, fait. c'est des moments partagés avec d'autres entrepreneurs, des moments de kiff, des moments de shift aussi. Ouais, On vit dans ce club et on y est bien. On y est bien. Donc, si tu as envie de découvrir, bah, tu es le bienvenu. Tu es la bienvenue. trop bien. Eh ben, merci. De toute manière, je mettrai évidemment le lien vers ton Facebook et puis ton LinkedIn dans la description, là, avec grand plaisir. Et puis ouais, merci infiniment, tout simplement, ma chère Émilie, pour ce moment. Merci aussi beaucoup à toi, hein. Il y a tellement de choses à dire sur lesquelles je pourrais te remercier, mais c'est ton contact, cette énergie que j'ai déjà décrite, mais aussi m'offrir en fait une façon de découvrir là où j'aime et la façon dont j'aime partager. Ah Parce oui. qu'il y a tout ça en même temps, tu vois, dans ton échange, la manière dont tu accueilles, le format dans lequel tu le fais, la non-programmation des questions de manière ciselée, tout ça me parle énormément et me réconcilie avec des talents que j'ai et que j'assume pas assez, d'improvisation, Mm. de faire confiance à ma possibilité d'improviser, hein, bien que voilà, c'est des sujets que je travaille tellement, donc c'est pas vraiment d'improvisation, mais quand même. Bien sûr. Donc tu m'as offert tout ça en même temps, donc vraiment c'est un chouette cadeau. Ouais, avec grand plaisir. Et puis tu te le fais à toi-même aussi, hein, parce que tu as dit oui, hein, tu aurais très bien pu me Bien dire. sûr. Non, ça ne m'intéresse pas, Christophe. J'ai dit non une paire de fois les années précédentes à des gens qui voulaient m'interroger, mais nanana. Et c'est marrant que j'emploie le mot interroger parce que c'était un peu le ressenti de l'époque. Ah oui. Et j'avais toujours des réponses identiques de je suis pas assez prête ou c'est pas suffisamment une audience intéressante, enfin que des trucs capillotractés par mon ego, quoi. Ah ouais, non, mais et maintenant, c'est comme Yes Man, quoi. Tu dis oui, en fait. C'est, Bon, c'est- je dis pas oui tout le temps, hein. Je pense Non, qu'il y a non, une vraie j'imagine résonance bien. entre nous et j'étais Ouais. très touchée que tu me le proposes en vérité, donc mon ego n'a pas complètement disparu. Trop bien. Émilie, encore une fois, merci pour tes partages et pour ta grande générosité. Et, euh, et puis à la prochaine, tout À simplement. bientôt, Christophe. Merci beaucoup. Bonne journée à toi. Tranquille. Bon Ouais, appétit. salut. Bon, bah génial. Excellent. Ça y est, là, tu as interrompu l'enregistrement.